Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, c'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout de suite, les titres de cette édition d'information. 40 942 200 francs guinéens, c'est le montant qu'il faudra débourser cette année pour se rendre à la Mecque. C'est l'annonce faite ce jeudi au Conseil des ministres par le secrétaire général des affaires religieuses. Les inscriptions pourraient commencer le 16 avril prochain. Sale temps pour les communicants du RPG et de l'UFDG. Les 6 communicants de ces partis politiques interpellés récemment ont passé leur première nuit en prison ce mercredi. Ils sont accusés de publication de messages de haine et d'incitation à la violence sur les réseaux sociaux. Un avion de l'armée algérienne s'est écrasé peu après son décollage de la base aérienne de Boufarik à une trentaine de kilomètres au sud d'Alger, faisant 257 morts, majoritairement des militaires et des membres de leur famille, la pire catastrophe aérienne enregistrée en Algérie. Encore une fois, bonsoir. Les inscriptions pour le Hajj 2018 pourraient débuter le 16 avril prochain. C'est une des recommandations faites par le secrétaire général des affaires religieuses au Conseil des ministres ce jeudi. Ali Jamal Bangoura a informé par ailleurs que cette année, le tarif individuel du pèlerinage est fixé à 40 942 200 francs guinéens. Le compte-rendu de Mohamed Damaro Camara. La communication du secrétaire général des affaires religieuses a démarré sur la question relative aux transporteurs aériens des pèlerins guinéens pour le Hajj 2018. À la suite d'une analyse des offres par une commission interministérielle, le marché a été attribué à Ethiopian Airlines au tarif unitaire ferme non révisable de 1 384 $ hors taxe. Le secrétaire général aux affaires religieuses a soutenu qu'en plus d'un prix meilleur, les avantages liés à cette attribution sont, entre autres, la date de retour du premier convoi prévu 48 heures seulement après Mina contre 2 semaines en 2017. La franchise de 64 kg pour 2 pièces de bagages contre 46 kg en 2017. Le secrétaire général a informé que la commission interministérielle, les agences privées et les services techniques du secrétariat général aux affaires religieuses ont fixé le tarif individuel du pèlerinage à 40 942 200 francs guinéens, soit 4 524 $ américains, au taux de 1 $ pour 9 050 francs guinéens. Cette année, le quota accordé par l'Arabie Saoudite à la Guinée est de 9 000 pèlerins. Et le premier convoi décollera le 24 juillet 2018, a indiqué le secrétaire général des affaires religieuses. Il a formulé les recommandations suivantes. L'envoi de la deuxième mission en Arabie Saoudite pour la signature des différents contrats et l'activation des comptes bancaires. L'opérationnalisation du centre informatique d'enrôlement des pèlerins. La réussite du Hajj dépendra de l'organisation et du respect du calendrier proposé. Le secrétaire général des affaires religieuses a sollicité à cet effet la validation du tarif individuel du Hajj au plus tard le 13 avril et la mise à disposition des fonds alloués au pèlerinage afin de lancer les inscriptions à partir du 16 avril prochain. À l'instar des autres pays d'Afrique, la Guinée a signé l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine. La cérémonie de signature s'est tenue à Kigali, au Rwanda, le 28 mars dernier. La ZLECA vise à renforcer la compétitivité en exploitant les possibilités d'économie d'échelle. Idrissa Bari et Aboubakar Din Kamara. Cette signature de la ZLECA est le fruit de 2 ans de négociations qui a abouti à l'adoption de cet accord qui, dans sa première phase, concerne le commerce des marchandises et des services, alors que la seconde phase, qui est axée sur les investissements, les droits de la propriété intellectuelle et la politique en matière de concurrence, dont la négociation sera entamée en août prochain. Au jour d'aujourd'hui, nous avons négocié 8. Ces 8-là portent sur les règles d'origine, les mesures correctives commerciales, les obstacles techniques au commerce, la coopération douanière,
les mesures sanitaires et phytosanitaires, etc. La seule annexe qui reste, c'est sur la liste des concessions tarifaires. L'objectif de la ZLECA est de renforcer la compétitivité à tous les niveaux en exploitant les possibilités d'économie d'échelle, réduisant ainsi les coûts qu'elle supporte en développant les infrastructures commerciales en vue de surmonter la dépendance à l'exportation des produits primaires. Il s'agit surtout de promouvoir la transformation sociale et économique pour une croissance inclusive, l'industrialisation et le développement durable. Nous avons de grandes potentialités dans notre pays. Il suffit tout simplement que les chefs d'entreprise comprennent qu'ils ont l'obligation de se mettre à niveau à travers d'abord le renforcement de leur capacité managériale. Au total, 44 pays africains ont signé la ZLECA, tandis que 50 pays ont signé la déclaration de Kigali, affirmant leur engagement à mettre en œuvre cet accord qui vise à multiplier par 2 le commerce intra-africain, qui ne représente que 3% du commerce international. Selon le ministre du Commerce, les avantages de la ZLECA sont énormes pour les paysans et le secteur privé guinéen. Il faudrait que surtout nous mettions un accent sur la création de la chaîne de valeur. Faire en sorte que nos produits ne soient pas seulement limités à la matière première, mais que nous puissions aller jusqu'à la phase d'industrialisation. En vue d'assurer la mise en œuvre réussie de cet outil et tirer profit de ce marché unique africain, le gouvernement guinéen a instruit la mise en place d'une commission nationale chargée du suivi de cet accord, mais aussi de l'étude des impacts de la ZLECA sur l'économie nationale. Et comme je vous l'annonçais dans les titres, 5 communicants du RPG et 1 de l'UFDG ont passé leur première nuit en prison mercredi. À tour de rôle, ils passent depuis hier devant un juge d'instruction au TPI de Kaloum. Pour être entendus, ils sont accusés d'avoir publié sur les réseaux sociaux des messages de haine et d'incitation à la violence. Au total, 9 communicants sont visés par la plainte du balai citoyen. À l'UFDG, un seul a été arrêté et 3 autres seraient en fuite. Laï Junior Condé, membre du bureau politique du RPG, était à la maison centrale ce jeudi. Il déplore ces arrestations et plaide pour un avertissement, puis des amendes. Alcénie Barry et Lamine Silla, explication. Depuis l'interpellation des communicants du RPG et de l'UFDG dans la journée du mercredi, certains militants n'ont pas hésité à apporter leur soutien, parfois siégeant devant la maison centrale. Face à leur incarcération, la Junior Condé, membre du bureau politique du RPG, déplore une décision extrême et plaide pour un avertissement. Je ne souhaite pas la prison pour un jeune à la fleur de l'âge, mais qui n'ont été mis que par la passion politique qu'ils adorent tant. J'aurais préféré que ce soit un avertissement assorti d'une amende que de l'emprisonnement. Donc je suis venu compatir justement à leur martyre aujourd'hui. Faut-il réorganiser la communication de ces deux partis ou pas? La Junior estime que la communication de son parti est bien structurée. Cependant, il indique que les jeunes sont d'une part des victimes. Il invite par ailleurs les partis politiques à plus de responsabilités. La politique a pris une telle passion, il revient à tous les acteurs pour ne pas placer les jeunes communicants dans une position extrême, des jeunes de tous les bords. Il faudra que nous, les politiques responsables, nous veillons à ce que le débat soit civilisé et qu'on ne connaisse pas les surenchères politiques à travers les marches et autres violences. C'est ce que j'ai comme message à adresser. Aujourd'hui, ils prennent les conséquences de nos propres turpitudes. Il suggère à la société civile de se pencher aussi sur les propos tenus dans les émissions interactives, sur les sites ou dans les différentes éditions d'information audiovisuelle. À la cellule balai citoyen, partie civile, dans ce dossier, salue le déferment à la maison centrale de ces communicants du RPG et de l'UFDG. Elle indique par ailleurs qu'une lettre a été adressée au procureur de la République pour l'ouverture d'une information judiciaire concernant les propos tenus par Sekou Souapé Kourouma, membre du bureau politique national du RPG, et Rachid Ndiagne, ministre de la Communication. Alcénie Barry et Lamine Silla ont assisté à la conférence de presse qu'elle a organisée ce jeudi et suivie. Ils sont 5 communicants du RPG
et un de l'UFDG à être détenus à la maison centrale de Conakry. Ils y ont passé leur première nuit ce mercredi. 3 autres militants de l'UFDG seraient en fuite. On leur reproche d'être auteurs de messages de haine et d'incitation à la violence sur les réseaux sociaux. Le Balai citoyen, société civile qui a porté plainte contre ces militants, salue le bon déroulement de la procédure. Elle salue l'engagement personnel du ministre de la Justice, garde des Sceaux, du procureur général auprès de la Cour d'appel, des procureurs généraux des tribunaux de première instance et la Direction nationale de la police judiciaire, mais également du soutien des organisations de la société civile et les médias afin de traduire toute personne ou entité menaçant la quiétude sociale. Il ne compte pas rester là. Une lettre a été adressée au procureur de la République pour l'ouverture d'une information judiciaire concernant les propos tenus par Sékou Souapé Kourouma, membre du bureau politique national du RPG, et Rachid Ndiaye, ministre de la Communication. Les dires de M. Rachid Ndiaye et les dires de M. Sékou Souapé Kourouma, membre du bureau politique du RPG Arc-en-Ciel, prouvent à suffisance qu'ils peuvent renseigner, qu'ils peuvent consolider et éclairer la lanterne des juges d'instruction à faire toute la manifestation de la vérité sur ce dossier. Donc, comme vous le savez, nous sommes à plus de 94 morts d'une manifestation politique et quand on prend les manifestations sociales aussi, nous sommes à plus de 103 à 104 morts. Il faudrait que les gens puissent aider l'État à éclairer, à faire toute la lumière sur ce dossier afin que le peuple de Guinée puisse recouvrer sa cohésion sociale et que la paix soit de mise dans la cité. Sékou Koundounou indique qu'il est victime de menaces et d'intimidation, mais rien ne pourra le faire fléchir dans son combat. Autre fait marquant de l'actualité, l'association des boulangers et pâtissiers de Guinée menace de cesser toute activité de fabrique et de vente de pain dès le mercredi prochain. Ces boulangers dénoncent la mauvaise qualité et le coût élevé de la farine. L'une de nos équipes a cherché à comprendre les réalités du terrain en se rendant sur le marché pour vérifier la qualité et le prix de la farine et comment les vendeurs de la farine apprécient cette menace. Élément de réponse de quelques-uns avec Mamadou Boui Diallo et Ibrahima Souri Souma. D'ici lundi prochain, mardi, qu'il n'y a pas une assise, le mercredi prochain, il n'y aura pas un pain. Le président des boulangers de Guinée est clair. Ils partent en grève dès ce mercredi pour dénoncer la qualité et le prix de la farine sur le marché. Si cette grève a lieu, elle aura un impact sur le prix de la miche de pain. Les responsables des boulangers pointent du doigt les 2 plus grands moulins de la place, à savoir les moulins d'Afrique et Grand Moulin de Conakry. Alors, le rapport qualité-prix est-il mis à rude épreuve? Pour s'en rendre compte, nous décidons de faire un tour chez les vendeurs de farine, dans ce magasin de vente de farine situé à Koza. Son propriétaire, qui évolue dans le commerce de cette denrée depuis 12 ans, nous confie ceci. Les clients à qui nous vendons, c'est-à-dire les boulangers, dans le quotidien ne se plaignent pas de la qualité ni du prix. Par exemple, cette marque AGB est de bonne qualité et dure pendant des jours. Après Koza, cap sur Anta. Le magasin est rempli de farine. Là aussi, la qualité est au centre de notre discussion. Hier, d'après la Grande Gueule, je suis parti dans un four, dans mon quartier. J'ai pris langue avec un boulanger. Il m'a rassuré que non seulement la qualité elle est bonne, et puis ça répond aux normes de 50 kg. En plus de la qualité, les boulangers dénoncent le prix de la farine sur le marché qui se négocie actuellement à 230 000 francs le sac de 50 kg. Mais pour Mamadou Lamara Naba, le prix est abordable. Le prix de la farine n'est pas cher car depuis 2012, un accord lie tous les acteurs de la filière de vendre le sac de 50 kg à 250 000 francs. Mais ici, nous vendons le sac à 230 000. Donc je ne comprends pas toutes ces agitations concernant une grève des boulangers. Le bras de fer est donc engagé entre les industries de farine et les boulangers. Pour l'heure, aucune discussion en vue. La menace de grève hante déjà les esprits.
L'ambassadeur d'Allemagne en Guinée a organisé ce mercredi une foire à sa résidence. Il était question de faire une mise au point sur la coopération guinéo-allemande, une occasion pour les invités de s'informer sur les différentes actions et programmes financés par le gouvernement allemand en Guinée. Mafoudia Larène Camara et Yacouba Traoré. C'est une foire qui permet aux deux États d'échanger et de définir des priorités de l'appui du gouvernement allemand à la Guinée, une aide qui intervient dans divers domaines. Le focus actuel de notre coopération, ça c'est l'éducation primaire et ça c'est la santé de base. Dans quelques régions à l'intérieur du pays, nous sommes concentrés parce que nous estimons que c'est très important de pas seulement, disons, contribuer à des grandes réformes, mais aussi à la mise en œuvre sur place avec aussi des activités comme la construction des écoles primaires dans la région de Farana. L'Allemagne accompagne la Guinée dans son programme pour l'amélioration des services sociaux de base, notamment la santé reproductive et l'éducation. Les autorités guinéennes saluent la franche collaboration et souhaitent que cela s'élargisse dans d'autres domaines. Tels que l'agriculture, l'énergie, l'industrie, le commerce. Parmi les expositions à cette foire, il faut noter les stands des ONG de défense des droits humains. C'est le cas de la baïonnette intelligente qui reçoit l'appui de l'Allemagne pour l'instauration d'une démocratie sans violence en Guinée. Nous apportons une nouvelle stratégie de lutte. C'est-à-dire, on n'invite pas aux Guinéens à renoncer à la lutte pour l'instauration ou pour le renforcement de la démocratie. Mais on invite à travers cette plateforme et ce projet aux Guinéens de changer l'usage de la violence au nom d'une revendication. La coopération guinéo-allemande remonte à 1959. Actuellement, cette relation d'amitié et de travail dispose d'une enveloppe financière estimée à plus de 100 millions d'euros. Et clôture ce mercredi du séminaire national des élus de base de la Fédération syndicale des banques et assurances de Guinée. Il s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des syndicalistes. Il vise surtout à leur permettre de mieux connaître les textes de loi et les conventions collectives qui régissent le secteur des assurances et des banques. Compte rendu Ouminatou Sidibé et Ibrahima Souri Kamara. À travers cette formation, ces syndicalistes des banques devraient être mieux outillés, non seulement sur les questions liées au code du travail, mais aussi sur les types de négociations syndicales. Le formateur revient sur l'importance d'un tel cadre d'échange. Le monde évolue. Et il se trouve que la FESABAG, c'est-à-dire qui est là depuis 1988, c'est-à-dire il y a la vieille génération de la FESABAG. Il y a des nouveaux élus aussi dans le secteur qu'il faut former afin de préparer la relève de demain. Pour le cycle infernal quand même, nous savons bien que qui est venu le premier ne va pas le premier. Mais nous souhaitons quand même que rajeunir au fur et à mesure notre structure pour qu'elle soit dynamique au lieu qu'elle ne soit statique. Les participants, eux, comptent désormais agir avec efficacité. Le rôle que nous aurons à jouer maintenant et bientôt, c'est vraiment quelque chose de capital. Ça va vraiment à l'encontre et au bien-être de tout un chacun. C'est-à-dire, quand je dis tout un chacun, je vais bien faire allusion à la fois aux entreprises, mais aussi à leurs travailleurs. Président de cet atelier, le secrétaire général de la Fédération syndicale des associations des banques et assurances de Guinée, FESABAG, a rappelé aux participants leur rôle dans les entités respectives. Nos patrons, quand vous apprenez, ils sont effrayés parce qu'ils savent que vous avez la capacité, au même titre que d'analyser la situation et de revendiquer avec un sens élevé de responsabilité. Durant 2 jours, ce séminaire a réuni 52 participants venant des services de banque et assurances. Le salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat jeune aura lieu les 27 et 28 avril prochains à Paris, dans la capitale française. C'est une initiative de l'Association des jeunes guinéens de France. L'objectif est d'aider les jeunes guinéens porteurs de projets à les réaliser sans souci majeur. Mariam Fodé Camara et Abdoulaye Camara. Ce salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat guinéen va permettre durant 2 jours aux jeunes Guinéens porteurs de projets de défendre leur initiative afin d'obtenir des financements pour certains et de l'emploi pour d'autres. Les préparatifs de ce forum vont montrer tout est déjà au point selon les initiateurs.
Aujourd'hui, nous avons pas mal d'entreprises qui ont confirmé leur présence. Et aussi, les formations aussi ont commencé. Pour cette troisième édition du Salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat, dénommé Talent Guinée, les initiateurs veulent mettre un accent particulier sur l'emploi. Formations sur l'entrepreneuriat, comme je le disais tout à l'heure, sont des formations pour parler plus, pour aider en tout cas ces jeunes-là à mieux préparer son speech, pour mieux présenter en tout cas son projet aux investisseurs. L'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi AGIP, en partenariat avec l'Association des jeunes guinéens de France, concrétise à travers ce salon la politique de l'emploi du gouvernement guinéen. Ces activités initiées par l'AGIGF est aujourd'hui reprises par l'AGIP pour faire en sorte que des prochaines éditions soient étendues vers le Canada pour que des compatriotes qui sont aux États-Unis en bénéficient. Voilà des politiques que l'État a, de faire en sorte que des questions d'accompagnement ou des solutions d'accompagnement soient proposées à tous les compatriotes. Rendez-vous les 27 et 28 avril prochains au Salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat à Paris pour promouvoir le talent de la Guinée. Et direction le quartier Symphonia dans la haute banlieue de Conakry pour découvrir une jeune dame qui fabrique des savons de toilette naturels, cicatrisants, antimicrobiens, des shampoings et des pommades, tous à base de produits naturels. Elle a appris cette activité à Lomé, au Togo. Aujourd'hui, Fatima Claire forme d'autres femmes. Mamadou Kalisso et Ibrahima Souma ont fait une immersion dans son atelier et suivi. De nos jours, plus d'une femme a décidé de prendre son destin en main, à l'image de celle-ci qui produit des savons de toilette naturels, savons pour les barbes, cicatrisants et doux, des savons contre les moustiques, les poux, antimicrobiens. Elle fabrique aussi des pommades pour traiter des maladies de la peau. Tous ces produits sont faits à base de matières naturelles, entre autres le beurre de karité, l'huile de coco, l'argile. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup de personnes qui ont des problèmes de peau actuellement et qui cherchent à acheter d'autres produits à l'extérieur. Donc tout est là avec nous. Fatima Claire fabrique également du shampoing, de l'eau de javel, du savon en poudre. Elle a appris cette activité au Togo. Elle vient de faire une démonstration plutôt satisfaisante. Mais pourquoi s'est-elle lancée dans une telle entreprise? Le chômage, c'est ça qui m'a poussé à travailler pour moi-même au jour d'aujourd'hui. Et encore aider d'autres, parce qu'en même temps, je suis formatrice aussi. Donc j'aide d'autres femmes, j'aide d'autres jeunes aussi. Une machine de presse, des tables de séchage et une autre table de coupe permettent d'obtenir ces produits finis. Pour améliorer la qualité de sa production, elle suit actuellement une formation. Ça s'est fait vraiment de manière pratique, donc chaque jour on a réalisé une recette différente et c'est comme ça qu'on a travaillé chaque jour. Chaque matin on a fait une nouvelle production test, le lendemain on a démoulé, on a découpé, voir ce que ça donne donc avec l'ensemble des personnes ici en formation. Au lieu de prendre le chemin de l'immigration clandestine, ces citoyens invitent d'autres jeunes à emboîter le pas à cette dame. Trouver des niches, trouver des endroits, des places où vous pouvez vous former assez vite et trouver un emploi qui peut vous bénéficier et faire un emploi décent dans ce sens que vous gagnerez votre vie avec ça. Fatima Claire a commencé cette activité en 2011. Aujourd'hui, elle forme à son tour d'autres Guinéennes. Les vieux ponts de Tanéné, âgés de plus de 50 ans, sont mal en point. Des travaux de colmatage et rénovation sont en cours depuis quelques jours. L'entreprise en charge des travaux promet de tout mettre en œuvre pour respecter les délais contractuels. Et pendant ce temps, les usagers de cette voie traversent un véritable calvaire dû aux travaux en cours. Ces 4 ponts qui relient Conakry aux préfectures de Bofa, Fria et Boké ont été construits depuis l'indépendance de la Guinée en 1958. Mohamed Valek Touré et Lamine Silla se sont rendus sur ce site et voici leur constat. Les usagers de ce axe routier reliant Tanéné, Bofa, Boké et Fria connaissent les pires moments dans leur traversée sur ce pont en état de délabrement. En dépit de sa vétusté due au passage régulier des gros porteurs, sa réparation reste un véritable calvaire pour les pratiquants.
De longues files d'attente sont constatées pendant toute la journée à raison de la réparation. Il y a 2 semaines, on a beaucoup souffert. Et moi, je suis régulier sur cette route-là. Je fais des allers-retours souvent. Mais ce que je vois actuellement vraiment me satisfait. En plus des travaux pour la réparation des parties endommagées, les usagers attendent avec impatience la vite réalisation des travaux sur ces ponts construits depuis plusieurs décennies. Pour certains conducteurs, l'État a mis du temps pour l'entretien de ces ponts qui sont les voies d'accès entre les villes de Dubreka et Tanene. Et franchement, il faut le dire, les gens souffrent. Franchement, il faut le reconnaître. Je me mets dans leur peau. Mais on est en train de se battre. On a en fait renforcé encore l'équipe. Il y avait des équipes qui travaillaient sur le pont, mais aujourd'hui, de nos jours, on a 4 équipes. Ce qui est plus grave, c'est quand il n'y a pas de circulation, c'est quand le pont est défectueux. Quand le pont est défectueux, aucun ne va passer. Et quand on barre pour un moment, dans le cadre de la réparation de ces ouvrages, il faut que la population accepte ce principe. Le délai prévu pour l'achèvement des travaux est de 2 mois, mais il nécessite la restriction de la circulation d'une partie des transports interurbains. Certains usagers présument que la reconstruction de ces 4 ponts devrait être une préoccupation du ministère des Travaux publics. C'est une image qui frappe tout usager du tronçon Matoto-Aéroport. Des femmes sans abri qui ont trouvé refuge le long des murs de l'armée de l'air à Yimbaya, Tanene. Elles sont nombreuses et elles viennent de divers horizons et leur activité principale à Conakry. Les travaux domestiques, certains se livrent à la mendicité. Vous allez le voir sur ces images, ces sans-abri mènent une vie à part entière à la Belle Étoile. Gibril Ba et Yacouba Traoré sont allés à leur rencontre. Suivez. À chacun sa manière de les considérer ou de les coller une appellation. Depuis quelque temps, ces sans-abri occupent une partie du mur du camp de la base militaire, parfois dans l'insouciance de leur sécurité ou du mépris à leur rencontre. Ce dont nous avons besoin, c'est le manger. Si nous obtenons cela, on va quitter. Le manger est parfois difficile à gagner. Certaines s'en sortent grâce à la lessive, d'autres simplement préfèrent se livrer à la mendicité. Ce n'est pas facile. Nous n'avons pas où aller. C'est ici que nous passons la nuit. Cet endroit constitue le lieu de rencontre pour bon nombre d'entre elles. Après une journée de dur labeur, nous disent-elles, à l'approche de la période des grandes pluies, elles sont prêtes à regagner le village et revenir juste la saison prochaine. Fuyant la pauvreté dans les faubourgs, ces dames ont été contactées à maintes reprises par les bonnes volontés. Mais la suite est sans résultat. Face à cette situation, le ministère de l'Action sociale devrait trouver des alternatives pour des démunis afin d'éviter d'assister à des cas indignes. Fait divers toujours, nous étions comme vous serez comme nous. Cette expression commune à plusieurs cimetières semble ne pas consterner quelques personnes. Au cimetière du quartier Sangoya Mosquée, difficile, pour ne dire impossible, est le repos des défunts qui y sont enterrés. Ce cimetière est agressé par des ordures, les incendies criminels, les chiens errants, mais pire que cela, des corps y seraient souvent déterrés pour des cultes odieux. Mohamed Souma et Yacouba Traoré sont allés à la rencontre des notables et chefs religieux de la contrée qui ont clamé leur cri de cœur à nos micros pour une exclusivité. Au premier regard, l'idée d'un dépotoir vient instinctivement à l'esprit. Mais il s'agit d'un cimetière, le plus grand pour les quartiers voisins des communes de Ratoma et Matoto. Ici, le repos éternel est peu apaisé. La fumée et les traces d'incendie témoignent de l'abandon dont souffrent les lieux. Vains ont été les efforts pour ériger une clôture autour du cimetière. En écrit, on a fait assez de correspondance. Correspondance aux deux mairies, aux chefs de quartier environnants, on a tout fait. Les imams nous ont aidés. Nous appelons la bonne volonté de tout un chacun pour que cette année, avant la fin du mois de carême, on clôture, que ce soit dans une clôture. Choquantes sont quelques images que nous avons censurées pour illustrer au mieux le délaissement. En plus des vols odieux des linceuls pour les rituels,
La présence de ce chien confirme les multiples témoignages sur les animaux errants. La dernière fois, je suis tombé sur un chien qui a déterré la main et la tête d'un cadavre. C'était une deuxième fois. Sur cette partie du cimetière vendue à un particulier, la maison a subi la colère populaire, détruisant complètement l'édifice. Des tombes y ont été faites. Une organisation de la jeunesse essaie péniblement de fédérer les moyens pour assainir et protéger le cimetière. Avec nos petits maigres, ce que nous gagnons, on avait commencé à investir. Et jusqu'à présent, nous on sort pour réclamer 50 000 francs à chaque concession pour qu'on regroupe ça pour faire quelque chose pour notre cimetière. Tout sauf ça, quand nous allons quelque part, ils nous refusent, ils nous refoulent, ils nous traitent de quoi? Les prières sont faites à chaque occasion pour que ces appels attirent l'attention de tout un chacun. Reste à savoir à quand le ciel viendra en aide. Sur le continent, un avion militaire algérien de transport s'est écrasé peu après son décollage près de la base aérienne de Boufarik, à une trentaine de kilomètres au sud d'Alger. Ce mercredi, le bilan est très lourd puisque plus de 250 personnes auraient trouvé la mort dans cet accident. Bien plus que l'ex-femme de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, Winnie Madikizela Mandela est une icône de la lutte anti-apartheid de son pays. Suivez. Matapelo avait 2 ans quand son frère a été assassiné en 1989. Stompy, un activiste de 14 ans, a été torturé et son corps retrouvé près du domicile de Winnie Madikizela Mandela, figure de la lutte anti-apartheid sud-africaine. Près de 30 ans après, les circonstances de sa mort restent incertaines. Sa mère se souvient. Peu après, un de ses amis m'a dit que Stompy avait été tué dans la maison de Winnie Mandela à Soweto. Tabiso Mono était l'un des 3 autres garçons kidnappés avec Stompy par le Mandela United Football Club, une branche du Congrès de la jeunesse de Soweto, connue pour sa violence et associée à Winnie. En fait, c'est elle qui a commencé à nous frapper, tous. Et ensuite, les autres ont continué, pendant au moins 1 heure, peut-être 2. Stompy était alors sous la protection de l'évêque Paul Verine, qui abritait de jeunes activistes recherchés par la police du régime d'apartheid lorsqu'il a été enlevé, accusé à tort d'être un informateur. Malgré tout, le religieux garde de l'admiration pour Winnie Mandela. Elle avait clairement quelque chose de mystique, de magnifique, qui en faisait un être humain à part. Mais cet être humain pouvait être à la fois aussi brillant que le soleil et parfois aussi sombre que les ténèbres qu'elle combattait. Pour sa participation à l'affaire, Winnie Mandela a été condamné à 2 ans de prison, une peine rapidement suspendue. Plus tard, la commission de vérité et de réconciliation, mise en place à la fin de l'apartheid, a conclu que la leader avait conscience des violences contre Stompy et avait failli à ses responsabilités. Un membre du Mandela United Football Club, Jerry Richardson, a été emprisonné pour le meurtre du jeune homme en 1990. Mais cette mort aura entaché à jamais l'héritage de Winnie Mandela. Et voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi et l'info continue sur notre site web www.espacetv.info et bonsoir.